Pavlenko. Votre matinale info sur Europe 1. Et c'est le retour de Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Ce matin, vous revenez sur les résultats évidemment du premier tour de l'élection présidentielle. Oui, et je me permettrai d'abord deux observations. Première observation, la France est désormais divisée en trois grands pôles politiques. La recomposition du pays, au-delà du clivage gauche-droite, semble parachevée. S'affrontent désormais une gauche radicale, décoloniale et décroissante, un pôle libéral, progressiste et européiste, et un pôle national, populaire et souverainiste. La grande question était de savoir s'il prendrait forme autour de Marine Le Pen ou d'Éric Zemmour. Les électeurs ont tranché. Cette recomposition travaillait en profondeur la vie politique depuis une trentaine d'années. Elle vient d'aboutir. Le décalage entre la structure partisane et les courants politiques profonds du pays, qui avait culminé dans la crise des parrainages, vient de s'amenuiser considérablement. Les vieux partis survivent au niveau municipal et régional, mais n'ont plus de capacité de projection nationale. Deuxième observation, les sondages troublent la vie démocratique. Non pas parce qu'ils la faussent délibérément, mais parce qu'ils déforment la mécanique du choix démocratique en produisant souvent la réalité qu'ils prétendent décrire. Les sondages, ces derniers jours, auront créé une dynamique de vote utile, accélérant l'affrontement entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, en délégitimant par là les autres candidatures qui, hier encore, pouvaient espérer se qualifier. Ils dénaturent l'esprit de la Ve République, qui voulait qu'au premier tour, on choisisse et qu'au deuxième, on l'élimine. Ces deux dernières semaines, la question à droite n'était plus qui peut battre Emmanuel Macron, mais qui peut battre Jean-Luc Mélenchon. Alors Mathieu, à quoi doit-on s'attendre pour les 2 semaines à venir? À ce que la vieille machine à musique du Front républicain se fasse entendre. On dira la démocratie en danger, la République menacée, et les électeurs seront invités à se prononcer pour Emmanuel Macron. Non pas pour des raisons politiques parfaitement défendables et peut-être convaincantes, mais parce qu'il s'agirait d'une exigence morale. Extrême droite, extrême droite, extrême droite. Ce terme sera répété de manière incantatoire. Marine Le Pen s'était crue dédiabolisée. Elle constatera qu'il s'agissait d'une dédiabolisation limitée et circonstancielle. On l'extrême droitise à nouveau. Et la stratégie du Front républicain se décline même désormais autour de la question européenne. On apprenait hier soir que Marine Le Pen serait d'extrême droite parce qu'elle voudrait faire primer le droit national sur le droit européen et se réclamerait de l'Europe des nations. Quiconque ne sacralise pas la version actuelle du projet européiste est désormais accusé de promouvoir un Frexit caché, pour reprendre la formule de Clément Beaune. Il n'en demeure pas moins qu'il y a un hic dans ce grand récit. Si on additionne les votes du RN, de LFI et de Reconquête, 3 partis jugés anti-républicains, on retrouve 50% d'électeurs. Autrement dit, près de la moitié des Français seraient politiquement extérieurs au périmètre républicain. Imaginons que Marine Le Pen fasse 45% au second tour. Les élites vont-elles encore longtemps qualifier près de la moitié de leur propre peuple de factieux? La République est-elle assiégée par la moitié des Français? Cela dit, il faut noter que Mme Le Pen porte un discours inversé, en prétendant parler au nom de la France et de la nation, comme si elle accusait Emmanuel Macron de ne pas aimer la France. Peut-on imaginer une campagne où Emmanuel Macron ne serait pas accusé de trahir son pays et où Marine Le Pen ne serait pas présentée comme une ennemie de la démocratie? Nous sommes devant deux discours miroirs qui se fondent chacun sur la rhétorique du rassemblement, mais qui s'excluent mutuellement de la légitimité collective. Le concept même d'alternance est proscrit. Je ne vois pas comment des politiques qui peuvent en appeler sérieusement à la réconciliation de leur pays peuvent le faire en excluant d'avance la moitié de leur peuple. Et qui est le plus grand vaincu de cette campagne maintenant? Plusieurs options. Peut-être Jean-Luc Mélenchon. Il s'y voyait enfin au second tour. Il quittera néanmoins la scène politique devenue maître de la gauche, ce qui n'est pas rien, en plus d'y avoir rallié l'électorat des banlieues qui comptera pour l'avenir. La mutation démographique, souvent enregistrée, commence à faire sentir ses effets politiques et électoraux. Certains diront Valérie Pécresse, mais ne personnalisons pas à outrance. C'est la vieille structure partisane de la Ve République qui a fini de s'effondrer avec elle. La candidate avait bien des limites, mais son parti était installé sur une faille politique et idéologique qui s'est élargie au fil de la campagne entre un appareil Macron-compatible et une base militante nationale conservatrice. Belle image. Éric Ciotti disait qu'il ne voterait pas pour Emmanuel Macron. Que feront les autres leaders de la droite LR? Mais Éric Zemmour est probablement le vrai déçu. Cela se comprend. À l'automne, il avait lancé une insurrection qui semblait potentiellement gagnante. Jusqu'à fin février, il pouvait raisonnablement espérer se retrouver au second tour, même s'il fut diabolisé violemment dès son entrée en campagne par un système qui a tout fait pour l'expulser et le délégitimer. Mais il aurait été vaincu par l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Il en fut la principale victime collatérale. Il a d'ailleurs payé le prix de sa propre ligne sur cette question. Éric Zemmour aura toutefois évité l'humiliation et
parvient à inscrire son parti politique dans la durée, ce qui n'est pas rien. Bon, quelle morale provisoire on peut tirer de ce premier tour? Qu'à l'intérieur même de la Ve République, un système partisan remplace un autre et qu'il est assez mal adapté aux institutions du pays. C'est un nouveau système politique qui se met en place sans que cela ne soit dit. Et à travers ça, c'est l'hypothèse d'une crise de régime que nous avons déjà évoquée ici qu'il nous faudra continuer d'explorer. Merci beaucoup, Mathieu Bocoté.